Votre choix, c'est de refuser, je le martèle et je le martèlerai, c'est de refuser le débat au fond. C'est de refuser de vous expliquer. De donner des explications sur les faits qui vous sont reprochés. Avec toutes les garanties qui vous sont pourtant données. Et cela aussi, je le répète, pour que ce soit sûr, pour qu'on ne l'oublie jamais. C'est vous qui avez renvoyé vos avocats qui sont venus de tous les horizons. Cette mascarade, vous la ferez avec d'autres peut-être. Dans ma conception de la justice, je n'y renoncerai jamais. La conception que j'ai, moi, de la justice, c'est ce qui fait le fondement de ma vie, parce que je n'ai pas d'autre métier, je n'ai que celui-ci. Mais moi, je ne peux pas vous assurer que je peux gagner au premier tour. En Guinée-Bissau, c'est impossible, c'est pas quasiment impossible, c'est impossible. Donc le deuxième tour, il est établi? C'est établi. Et si aujourd'hui le PAIGC déclare qu'il est passé au premier tour, quelle serait votre réaction? Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible ça. Même les PAIGC le savent, c'est pas possible ça. Le Premier ministre se dit plus que jamais convaincu de la victoire d'Alpha Condé au soir du 18 octobre. Ensemble, à l'unisson, dans une même détermination et une mobilisation sans faille, nous sommes décidés à le plébisciter dans les urnes avec un vote massif d'adhésion, de confiance et de reconnaissance. C'est-à-dire, nous sommes engagés à infliger à nos adversaires un coup KO, conclut Kassori Fofana. Tout d'abord, la commission électorale de l'UFDG a mis en place un logiciel qui nous a été fait par une société française, et on peut le dire aujourd'hui avec beaucoup de fierté, qui est basé en France et dont les bases de données sont sur le cloud. Merci. Ça nous a permis et renforcé dans l'idée que nous devrions avoir 32 000 délégués, un délégué titulaire et un suppléant en cas de défaillance, sur l'ensemble des bureaux de vote. Ça veut dire que sur les 15 000 bureaux de vote, nous avions des délégués et chaque délégué était muni d'un téléphone qui est capable d'envoyer un SMS. Une fois que les dépouillements sont faits, les répartitions effectuées, si la personne a la possibilité de photographier le procès verbal, il le fait. Au cas échéant, il saisit un format de fichier, les résultats et les envoie dans notre système. Ces données sont récupérées au niveau des sous-préfectures. On en a 340 sous-préfectures au niveau desquelles on a déployé des valideurs. Ceux-là, ils reçoivent les données remontées par les bureaux de vote de district. Ils vérifient la cohérence des données en conformité avec les procès-verbaux qui sont collectés et décident que les données sont bien, sont conformes et valident la donnée. Et la donnée est vue par le responsable préfectoral au niveau des CACV. Là aussi, nous avons un deuxième niveau de validation qui vérifie, après avoir collecté les données, lui aussi il reçoit, il vérifie que les données qui sont validées au niveau des sous-préfectures est bien conforme au procès verbal dont il détient, ensuite il valide et c'est à ce moment seulement, au niveau de la direction nationale, nous recevons la donnée consolidée. Ça c'est la procédure et le système qui a été mis en place dès le départ.
Ce qui veut dire que dès qu'on a eu le dernier résultat du bureau de vote, nous avons eu les validations de près de 80%. Et vu que les 20% qui restaient ne pouvaient pas modifier le résultat, même s'ils allaient pour un seul candidat, Alpha Condé, nous étions donc fondés sur la base de ces résultats, issus des bureaux de vote. Donc plus de 70% étaient validés sur PV. On a reçu, il faut le dire, à peu près 80% des procès-verbaux. La seule région administrative qui a refusé systématiquement de nous remettre les procès-verbaux, c'est Kankan. Pour les préfectures de Sigiri, Kouroussa, Mandiana, Kerouané et Kankan. Ils ont refusé systématiquement de remettre les procès-verbaux. Sur cette question, je dois quand même rappeler, au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qu'on a reçu, qui donnait injonction à la CENI qu'elle avait l'obligation de remettre un procès-verbal de bureau de vote à chaque candidat. C'est une disposition qui n'a pas été systématiquement faite. Pour tout le reste, nous avons des procès-verbaux clairs avec un contenu clair qui a été remis au bureau de vote et c'est sur la base de ces procès-verbaux que nous avons fait la totalisation de 80% des bureaux de vote. Et du coup, c'est sur ces bases, sur ces chiffres que nous sommes fondés pour annoncer notre victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Cependant, depuis ce matin, nos délégués qui sont dans les CACV sont surpris, nous pas. Parce qu'ils arrivent à la CACV, les magistrats viennent avec des résultats et des procès-verbaux qui sont complètement différents du procès-verbal qui a été délivré dans le bureau de vote. Ça veut dire quoi? Qu'entre le procès-verbal, entre la remise du procès-verbal, et c'est pour ça qu'eux, ils retardent la CENI. À Matam, le candidat du RPG avait 22 600 voix, nous avions 22 300 voix. C'est sur injonction de Alpha Condé qu'ils sont en train d'inverser ça. Si vous aviez donné des résultats de Matam le lundi, vérifiez les résultats et c'est que la CACV est en train de faire. Or, la CACV n'est pas un lieu où on modifie, on change ou on altère des données. Cette étape a été rendue nécessaire juste pour permettre une réduction des paperasses qui doivent être déposées à la Cour constitutionnelle. En cas de contentieux, c'est le procès-verbal de la CACV qui agrège les procès-verbaux des bureaux de vote qui doivent être transmis. Comme ça, au lieu que la Cour constitutionnelle en envoie 15 000 procès-verbaux, il va recevoir juste 38 procès-verbaux de synthèse qui lui permettront de statuer parce que ces procès-verbaux rapportent non seulement les chiffres, mais aussi les observations et les réserves des différents candidats qui sont mentionnés sur les procès-verbaux du bureau de vote. Au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour. Sans attendre les résultats officiels de la commission électorale, Cellou Dalein Diallo s'est attribué la victoire à la présidentielle guinéenne lundi 19 octobre. L'opposant, candidat pour la troisième fois, affirme que le pouvoir est en train de frauder pour s'octroyer la victoire. Il affirme aussi que la CENI, la commission électorale chargée de proclamer les résultats, est inféodée au pouvoir. Est-ce qu'on peut construire une paix pérenne et une stabilité pérenne sans justice? Qu'en est-il des crimes du passé? Est-ce que la justice passera partout sans impunité? Non, je pense que tout le pays est conscient que la justice, c'est le fondement. Si on n'est pas capable de promouvoir la justice, on restera toujours piégé par des différentes situations qui n'ont été pas clarifiées. Mais vous savez, même quand on parle de justice, il faut avoir des étapes. Il faut construire des éléments objectifs qui peuvent nous apporter la justice. Parce que le sentiment de justice pour quelqu'un qui a tous les éléments, qui a tous les outils, peut ne pas être le même pour celui qui n'a pas tous ces outils. Alors je pense que on a des différentes inspirations sur lesquelles on peut travailler. Il y a la paix, la vérité et les commissions vérité, justice et réconciliation, comme en Afrique du Sud ou dans d'autres pays. Et pour cela, on s'est dit que nous, on doit commencer par la réconciliation. On doit bâtir la paix. Il faut que les Bissau-Guinéens apprennent encore une fois à se faire confiance. Et c'est ça qu'on a perdu à quelque part. Et c'est ça qu'il faut rétablir aujourd'hui. Je pense qu'on arrivera au moment où la justice doit être sans visage, qui prend les choses au corps de la lettre de la loi. Mais aujourd'hui, avec 62%
des gens qui savent ni lire ni écrire, avec le niveau de pauvreté, je pense qu'il faut relativiser la façon comme on fait l'application de la loi. C'est comme je viens de vous dire, il y a un parti politique qui a remporté les élections. Alors, si on suit le corps et l'esprit de notre Constitution, c'est à nous de prendre toute la responsabilité des choses. Mais on s'est dit, écoutez, il y a des défis plus importants. Rassembler le peuple bissau-guinéen. Mettre en application des stratégies qui permettent à tout le monde de se sentir part des défis qui sont en face de nous. Et ça doit nous accompagner dans des autres dimensions, dans des autres situations qui on va faire face. Une question ponctuelle sur la justice. Qu'en est-il de l'enquête sur la mort du président Nino Vieira? Est-ce que l'enquête est close déjà ou alors elle doit encore continuer? Et quand il y aura procès alors? Non, je pense que l'enquête continue. De ce que je suis au courant, il manque quelques témoins, notamment de la veuve du président qui est dehors du pays. Mais je pense qu'il y a deux choses que je peux vous rassurer. Que le pouvoir politique aujourd'hui n'a aucune interférence à l'administration de la justice. Ça c'est un. Le deuxième, c'est que tout le monde comprend qu'il y a toute une chaîne de différents événements qu'il faut bien comprendre, il faut bien maîtriser pour pouvoir faire la clarté de toutes ces affaires. C'est pourquoi on dit, heureusement que cette génération n'est pas mêlée dans le contenu de tous ces différents conflits. Alors, c'est à nous de rassurer les différents parties prenantes de ce qu'on a eu au passé et de créer des conditions objectives pour que la justice arrive à tout le monde. Parce que parfois, amener les gens pour faire face à la justice peut être aussi mise en cause si toutes les conditions objectives ne sont pas rassemblées. On ne peut pas accepter d'avoir un pays qui est en train de faire un génocide. Parce que comment c'est possible? Un président qui a passé 50 ans à l'opposition est en train de tuer et de massacrer les manifestants. Vous parlez de qui? Président Alpha Condé. Oui, ça, c'est pas la peine de chercher des mots, des mesures. Alpha Condé, que je connais très bien, que je connais des années, moi-même je l'ai aidé beaucoup pendant son campagne, mais il m'a déçu. Pourquoi tuer les gens, même au cimetière? Non. Mais moi je pense que, avec son âge, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a dit hier, c'est que oui, mais là, qui est en train de réclamer encore troisième mandat, un homme de 95 ans, c'est pas normal. Moi je pense que l'Afrique a besoin de nouvelles synergies et nouvelles énergies. L'heure a sonné pour la jeunesse. Avant même d'être président, il appliquait déjà à Alpha Condé le principe de réciprocité. Donc en relation internationale, le principe de réciprocité existe, c'est-à-dire que si tu mets ta main dans ma sauce gombo, et moi en retour, je mets ma main dans ta sauce konkoui. Non, moi le CEDEAO ne m'a pas soutenu, je suis membre de plein droit de CEDEAO. Les gens qui m'ont élu, c'est le peuple bissau-guinéen, ce n'est pas le CEDEAO. Le CEDEAO ne peut pas imposer un président. Ça, ce n'est pas un mandat de la CEDEAO. Moi, les gens qui m'ont donné le pouvoir, un mandat légitime, c'est le peuple bissau-guinéen. Et quelque temps, n'oublie pas, il y a beaucoup de gens, des chefs d'État, mes homologues aujourd'hui, qui ne m'ont pas soutenu. Ils ont soutenu mes opposants. Ils ne m'ont pas soutenu. Ils l'ont soutenu ouvertement. Il y a même les chefs d'État qui ont pris loin. Ils ont fait une petite table ronde pour soutenir Domingos Simões Pereira. Mais ça, moi, je ne me regarde pas dans le rétroviseur. Moi, le plus important pour moi, que j'ai toujours compris, ce n'est pas de certains chefs d'État qui vont m'imposer, c'est le peuple bissau-guinéen qui va me faire élire. En novembre 2016, environ un peu plus de 5 mois après sa nomination, Mario Vaz va à nouveau dissoudre le gouvernement de Bassirou Dia. Mario Vaz va nommer son homme de confiance, donc Umaru El Mokhtar Sissoko Embalo, comme Premier ministre. La nomination de Embalo est tout de suite rejetée par le PAIGC et elle est aussi rejetée par la CEDEAO sous l'impulsion de
Alpha Condé. Donc, dès lors, Alpha Condé va user de tous les moyens pour mettre les bâtons dans les roues du tout nouveau Premier ministre. La CEDEAO va finir par fixer un ultimatum au gouvernement bissau-guinéen, donc notamment au président Mario Vaz, afin qu'il limoge le gouvernement de Umaru Ambalo et qu'il nomme un Premier ministre de consensus conformément aux accords de Conakry. Alors, face à cette pression de la CEDEAO et à cette ingérence quasi pathologique d'Alpha Condé dans la politique interne de la Guinée-Bissau, le jeune Umaru Ambalo va prendre le devant et il va démissionner. L'ingérence d'Alpha Condé va peser énormément sur Umaru Ambalo qui ne va pas l'accepter, qui ne va pas le digérer. Il va d'ailleurs dire à plusieurs reprises que la médiation et le rôle que joue Alpha Condé est négatif dans la crise bissau-guinéenne. Donc il dira à l'AFP notamment que les services secrets et les services de renseignement bissau-guinéens ont intercepté des appels d'Alpha Condé à certains leaders politiques bissau-guinéens, notamment du PAIGC et du PRC, donc le Parti pour le renouveau social. Donc leur demandant de bloquer le programme de politique générale au Parlement que va présenter le nouveau Premier ministre Umaru Sissoco Ambalo. Au-delà de ces relations tumultueuses entre Umaru Ambalo et Alpha Condé, qui est donc ce jeune président? Avant d'être Premier ministre, il a acquis beaucoup d'expérience au sein des différents gouvernements bissau-guinéens depuis 2 décennies. Il a été aussi conseiller des différents présidents bissau-guinéens depuis 2 décennies. Donc, c'est un spécialiste des questions internationales, des questions de défense et de stratégie. Il a été le responsable du fonds d'investissement libyen pour l'Afrique de l'Ouest à l'époque de Kadhafi. Il a un doctorat en relations internationales. Il est spécialiste des questions d'Afrique et de Moyen-Orient. La Guinée-Bissau, du fait de la taille du pays et aussi de la taille de la population, la Guinée a considéré ce pays comme étant finalement un pays dont il pouvait bafouer la souveraineté à chaque instant. On l'a vu notamment dans l'histoire avec le PAIGC, Sékou Touré qui s'était vu investi d'une mission presque divine de libérer ce pays, ancienne colonie portugaise. Donc, ce qui nous a valu d'ailleurs l'agression portugaise des années 1970, juste avant l'indépendance de la Guinée-Bissau. Et sous Lansana Conté également, on a vu que la Guinée ne s'interdisait pas de bafouer la souveraineté de cet État. Donc la Guinée est notamment intervenue militairement en Guinée-Bissau, comme on le voit aussi avec Alpha Condé, qui a essayé, qui s'est immiscé dans la politique interne de ce pays en prenant clairement parti pour le PAIGC. C'est aussi quelqu'un qui est militant du PAIGC, le parti d'indépendance, donc qui a aidé jusqu'ici, qui a dirigé le pays depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Il a été plusieurs fois ministre avant aujourd'hui de devenir président de la République. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît l'administration bissau-guinéenne, qui a vécu aussi les moments de crise et qui s'est positionné très tôt pour aller au suffrage universel pour gagner ces élections. Cela veut dire que ce n'est pas un novice du pouvoir, mais ce n'est pas aussi quelqu'un inconnu du système. Il connaît bien ce système. Ce n'est pas pour rien qu'au regard des résultats, il est arrivé au premier tour et ça permettait de faire comprendre qu'il pouvait être un bon challenger contre le président sortant qui n'est même pas arrivé. José Mario Vaz qui est arrivé quand même 4e. 4e, vous imaginez, c'est pour la première fois
dans le monde politique, hein, de mémoire, je n'ai pas entendu un président sortant qui est allé aux élections, qui n'est même pas allé au second tour. Ça veut dire que la Guinée-Bissau avait besoin de ce changement et il fallait des hommes nouveaux, mais pas tout à fait nouveaux, qui ne sont pas connus du public, mais surtout qui connaissaient aussi l'administration, parce que c'était aussi la particularité de Oumarou. Alors, Malamine, si on revenait un peu sur le parcours de l'homme, que peut-on dire? Oui, et je pense que je ne vais pas quand même trop insister sur ce que disait tout à l'heure El Hadj, parce qu'il a quasiment tout, tout dit donc de l'homme, de ses origines ou autres. C'est vrai qu'il est ethniopole. Mais ce qui me plaît surtout de Oumarou, de ce nouveau président donc bissau-guinéen, c'est son parcours donc intellectuel. Voilà quelqu'un, il fait partie, je pense que j'ai essayé de chercher, mais je pense que c'est le plus jeune président d'ailleurs de la Guinée du Bissau, parce qu'il est né en 1972. Et plus précisément, je pense que c'est quelque chose comme le 23 septembre 1972. Un universitaire, quelqu'un qui te parle aujourd'hui plus de 5 langues. Et autre chose qui me plaît en lui, c'est voilà quelqu'un qui a épousé, qui est peu musulman, mais qui a une épouse catholique chrétienne, qui est trop rare dans un pays comme la Guinée-Bissau. Et je sais que, comme El Hadj l'a dit, il connaît très bien le pouvoir, parce qu'elle a été donc Premier ministre du président sortant. Il maîtrise très bien donc l'armée, parce que je pense qu'il a été aussi général, si mes recherches sont donc exactes. Donc je pense qu'aujourd'hui, la Guinée-Bissau n'a pas de... et peut-être, comme on dit Sénégal émergent, on va parler peut-être demain de la Guinée-Bissau donc émergente. Muso ba kanike, muso ni muso ba kanike,
Jumambango anongi de me langue bato moto. Jumambango alondi de makwale. Jumambango anongi de me langue nyango. Jumambango wamo o masabwa. O masawa. Jumambango anongi de me langue bato moto. Jumambango alondi de malangue. Jumambango anongi de me langue nyango. Jumambango wamo o masabwa. O masawa. Langwate obibi pesa. Langwate obibi pesa. Ojo bambango matibango na kuna kuna. Langwate obibi pesa. Ojo bambango matibango na kuna kuna. Langwate obibi pesa. Jumambango aloni de magale. Jumambango aloni de magale. Jumambango aloni de malagwe yango. Ayumambango o masawa o masawa. Jumambango aloni de magale. Jumambango aloni de magale. Jumambango aloni de malagwe yango. Ayumambango o masawa o masawa. Langote obimi pesa. Langote obimi pesa. Ojo bambango matibango na kuna kuna. Langote obimi pesa. Ojo bambango matibango na kuna kuna. Langote obimi pesa. Jumambango, Jumambango, Mabunadba. Jumambango, Jumambango, Mabunadba. Jumambango, 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 Mabunadba. Jumambango, Jumambango, Mabunadba. Jumambango, Jumambango. Anongi de me langue bato moto. Jumambango alondi de makwale. Jumambango anongi de me langue nyango. Jumambango wamo o masabwa. O masawa. Jumambango anongi de me langue bato moto. Jumambango alondi de malangue. Jumambango anongi de me langue nyango. Jumambango wamo o masabwa. O masawa. Langwate obibi pesa. Langwate obibi pesa. Langwe bato moto. Jumambango alondi de makwale. Jumambango anongi de malagwe nyango. Jumambango wamo o masabwa. O masawa. Jumambango anongi de malagwe bato moto. Jumambango alondi de malangue. Jumambango anongi de malagwe nyango. Jumambango wamo o masabwa. O masawa. Langwate obibi pesa. Langwate obibi pesa. Ojo bambango matibango na kuna kuna. Langwate obibi pesa. Ojo bambango matibango na kuna kuna. Langwate obibi pesa. Jumambango aloni de magale. Jumambango aloni de magale. Jumambango aloni de malagwe yango. Ayumambango o masawa o masawa. Jumambango aloni de magale. Jumambango aloni de magale.